membres de la famille des Romanov qui auraient été capables de reprendre le flambeau. Et si on avait imaginé justement qu'un des membres des Romanov aurait repris ce fameux flambeau, est-ce qu'on aurait pu dériver vers une sorte de monarchie plus autocratique, mais plutôt monarchie parlementaire à la britannique? Alors, oui, d'ailleurs ma conclusion s'appelle « Et si », mais je n'avais pas prévu ça dans les « Et si ». J'ai fait « Et si Rasputin était une femme »,« Et si Rasputin avait vu la Vierge », enfin j'ai fait un truc comme ça. « Et si Depardieu n'avait pas joué Rasputin », enfin ça, vous allez voir, je me suis bien amusé. Je savais vraiment pas comment conclure, et puis en fait, bon, voilà. Mais je pense que ça, oui, ça brassait quand même l'essentiel de ce que j'avais dit. Donc « Et si », la what if history. Alors, je vais répondre dans l'espace et dans le temps. S'il y avait eu un Romanov qui avait eu les épaules pour ça, il aurait fallu qu'il se décide très vite. Et il aurait probablement fallu qu'il n'attende pas février 1917 pour proposer une sorte de coup d'État. Il y avait une sorte de camarilla anti-Raspoutine chez les Romanov, avec la propre mère de l'impératrice, avec la mère de Irina Yusupova, la mère pardon, de Félix Yusupov, donc quand même des personnes très haut placées, des grands-ducs X et Y, Pierre, Paul et Jacques, enfin non, il n'y a pas beaucoup de Jacques là-bas, des vivants, mais personne qui veuille prendre sur lui cette décision-là. Donc, la monarchie parlementaire, en quelque sorte, elle aurait dû se réaliser en 1905. Et sans doute, en tout cas c'est la théorie libérale d'explication de la Révolution de 17, sans doute que si le tsar avait vraiment donné à son opposition libérale la citoyenneté en échange du maintien d'une monarchie constitutionnelle, le système aurait pu être sauvé. En tout cas, c'est l'idée très, très développée par les Russes libéraux en exil, notamment en France, après 1921, que la Russie était sur la voie de la modernisation et que s'il n'y avait pas eu l'échec de 1905 et que s'il n'y avait pas eu la guerre 14-18, ça fait déjà 2 énormes si, n'est-ce pas? Oui, la Russie serait devenue la première puissance mondiale au XXe siècle. Bon. Donc ça, c'est une réponse dans le temps. Et puis, dans l'espace, le problème, c'est que à force de se focaliser, et c'est un peu le reproche que, quand je préparais l'ouvrage, je faisais à tous ceux qui écrivaient sur Raspoutine, soit les gens ignorent totalement Raspoutine, bon, c'est la plupart des historiens sérieux, en disant Raspoutine, c'est même pas un grain de sable dans la mécanique, il y a une ligne, il y a même des historiens qui réussissent à faire une histoire de 17 sans parler de Raspoutine. Bon, c'est quand même fort. J'aurais été de cette tendance-là, en fait. Et puis il y a ceux qui, au contraire, ne font qu'au prisme de Raspoutine, et puis Raspoutine, s'il avait aimé les chats, ça aurait été différent, etc. Enfin, vous voyez, on mélange un peu tout et n'importe quoi, et à force de se focaliser, on psychologise, on essentialise, on est dans le déterminisme le plus total. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas que la cour, il n'y avait pas que la capitale. Il y avait un front, il y avait des tas de territoires occupés, il y avait un empire qui était en révolte absolue, et puis il y avait ce mouvement ouvrier avec lequel, malgré tout, il faut compter, et cette opposition qui était à couteau tiré avec le tsar et qui comprenait, notamment après les discours de novembre 1916, qui a compris que la monarchie n'était pas fiable, et qui donc, en quelque sorte, par décence, a proposé au tsar le 2 mars, 15 mars, de la monarchie constitutionnelle, puis ensuite on les a appelés de Saint-Pétersbourg en leur disant c'est déjà trop tard, et 2 heures s'étaient écoulées. Donc ils sont revenus voir Nicolas II en lui disant bah oui là désolé, finalement c'est l'abdication. Donc voilà pour une réponse. La théorie, donc évidemment l'historiographie bolchevique communiste a dit que c'était toutes les forces de l'histoire, les forces populaires, les masses, etc., dont on sait que c'est évidemment faux puisque le parti léniniste était une partie d'avant-garde très très organisée. Et puis aujourd'hui, vous avez une école un peu qui mêle les deux approches, une approche par en haut, une approche par en bas, pour expliquer la révolution et surtout montrer qu'il y a non seulement 2 révolutions, celle de février et d'octobre, mais en fait des révolutions, celle des paysans, celle des ouvriers, celle des nationalités, à différents degrés selon les endroits évidemment. Dans des cités très ouvrières comme Moscou, Nijni-Novgorod, vous avez une très forte puissance du mouvement ouvrier. Les paysans aussi sont en révolte larvée depuis l'abolition du servage en 1861, et ils ont incendié des domaines jusqu'en 1907-8. Donc là, ils le refont, ils réincendient les mêmes. Bon, si vous voulez, ils brûlent surtout très vite les titres de propriété, ça permet ensuite de se rediviser les terres sympathiquement. Bon, donc toutes ces révolutions-là, c'est un chaudron, et je crois que c'est Trotsky,
que je n'ai pas encore cité ce soir, qui a dit qui a comparé la Russie à une cocotte minute, et le fait que jamais le tsar et le gouvernement n'ont mis la soupape. Ils ont fermé à boucler je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une cocotte minute, si quand même. Voilà. Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu chez une amie il y a quelques jours un Thermomix absolument magnifique. Ça avait l'air extraordinaire. Elle dort avec quasiment, donc ça a relégué la cocotte minute de nos grands-mères et de nos mères. Voilà. Mais bref, ça a jamais sifflé, et quand ça a sifflé, en fait, ça a explosé. Et que le couvercle a sauté à la figure, non seulement des tsars et de l'aristocratie, mais en fait de toute l'élite politique, de toute la bourgeoisie qui pensait à la place du peuple. Donc, moi, je suis quand même assez pessimiste sur les chances d'une voie pacifique vers le progrès, la modernité, tout simplement parce que je vois dans beaucoup d'écrits de l'élite politique de l'époque, de ces libéraux, Miloukov, Kouchkov, etc., et y compris même Kerensky, qui est soi-disant socialiste, je vois une sorte d'inconscience de ce qu'est véritablement le peuple, et en particulier le peuple paysan. Conscience de ce qu'est le peuple. On parle de 1917, pas de 2017. Tu voulais encore... Oui. Non, simplement, pourquoi le cousin du tsar a décidé d'éliminer Raspoutine? Raison morale, raison politique, raison... Si ça avait été une raison politique, j'ose penser qu'il aurait un peu mieux préparé son coup. Alors, il paraît, mais c'est toujours selon Purishkevitch, qui n'est pas très digne de confiance, comme le dit celui qui a fait la préface à ses mémoires traduites en français, et qui a été le ministre de la Justice du gouvernement provisoire, Maklakov. Il disait qu'on ne peut pas le croire. Donc le document, c'est plus un document quasiment d'égo-histoire, mais c'est absolument pas un document d'histoire. Selon lui, Purishkevitch, donc ils auraient consulté un certain nombre de députés pour les rallier à la cause, mais que prudemment les uns et les autres auraient dit non, soit ça sert à rien, ça a été la réponse de Maklakov, la Russie ne dépend pas d'une seule personne, soit on va se faire taper sur les doigts, c'est dangereux, soit mais comment on va faire, il est invincible, c'est le diable. Tout était possible. En tout cas, on ne va pas dire qu'il y avait une majorité, puisque ils n'ont pas réussi à faire passer un 49-3 sur Raspoutine, n'est-ce pas? Donc il n'y avait pas de majorité pour l'assassinat de Raspoutine. Morale, sans aucun doute. Morale, faire cesser cette turpitude, l'étalage d'une vulgarité absolue, les racontards et puis faire cesser aussi, morale aussi, vers le tsar, lui faire ouvrir les yeux. Ils ont tous voulu. Ils sont tous allés le voir avec des paquets de rapports en disant « Mais Nicolas, je t'en prie, regarde ». Et à chaque fois, attaquer Raspoutine, c'était le renforcer. Plus on l'attaquait, et moins, finalement, Nicolas II avait le choix. Parce que s'il avait cédé tout de suite, ça aurait été bouclé. Mais ensuite, il était trop associé, ça aurait été une énième preuve de sa faiblesse. Ils étaient partis liés. Et puis en plus, la tsarine aurait vraiment, je pense, tempêté. Et paraît-il qu'elle était assez rude dans les affaires matrimoniales, donc assez hystérique. On serait vraiment chauffé pour ses oreilles. Et puis peut-être qu'il avait un peu foi en Raspoutine, après tout, il avait quand même sauvé son fils 2-3 fois. Bon, voilà. Donc oui, Dmitri Pavlovitch, je suis pas sûr qu'il était à l'origine de ça. Ça a été une idée un petit peu... ça ressemble un peu à une idée de Barre quand même, cet assassinat, quoi. Et si on tuait Raspoutine? Ah ouais, vous savez, ça peut faire un film comme ça, un peu noir, un peu british, là, avec des bras cassés qui commencent qui se passe à Boston, là, et qui essaie de faire la casse et qui marche pas jusqu'au bout, quoi. C'est un peu ça. C'est pas plus que ça. C'est ça. Parfait. Écoutez, je vous remercie. Donc, merci de toutes ces vraiment